que le débat intellectuel en France ne se porte pas très bien, c'est ce dont l'actualité récente nous fournit de nombreux exemples, dont je me bornerai à évoquer quelques-uns. Le 23 avril 2019, une conférence de l'académicien Alain Finkielkraut à Sciences Po est empêchée sous la menace d'un groupe prétendument antifasciste. Elle ne pourra avoir lieu qu'un peu plus tard sous la protection de la police. Le 24 octobre, c'est le tour de Sylviane Agacinski, qui était invitée à l'université de Bordeaux pour donner une conférence, et sa conférence est également annulée sous la menace d'activistes qui se proposent d'empêcher par la violence que la parole soit donnée à une philosophe qui le qualifie d'homophobe notoire. Le 12 novembre, François Hollande était invité à donner une conférence à l'université de Lille 2. Des activistes envahissent l'amphithéâtre, blessent un agent et déchirent les exemplaires du livre de l'ancien président de la République, contraignant ainsi l'université à annuler la conférence. 15 jours plus tard, le 27 novembre, le même François Hollande était invité cette fois à donner une conférence à Sciences Po Toulouse, et là, averti par la préfecture des menaces de violence, il décide d'annuler lui-même sa conférence. Le 10 décembre, c'est Jean Slamovis, professeur de linguistique à l'université de Bourgogne, qui devait donner une conférence dans sa propre université, une conférence dont le sujet était l'écriture inclusive à l'épreuve de la grammaire. Cette conférence est à nouveau annulée sous la menace de militants qui l'accusent de sexisme et aussi, selon le directeur de l'UFR, parce que les collègues de M. Slamovis ne souhaitent pas qu'on lui permette de s'exprimer. Le 30 janvier 2020, Carole Talon-Hudon, professeur de philosophie à l'université de Nice et spécialiste d'esthétique, est invitée à prononcer une conférence sur nouveau moralisme et nouvelle censure. Des affiches appellent au boycott de sa conférence. Finalement, celle-ci a lieu, mais elle est constamment interrompue par une perturbatrice qui l'accuse d'être favorable au viol et à la pédophilie. Une bonne nouvelle, la conférence de ce soir n'a pas été Je pense qu'on peut l'attribuer à ma trop faible notoriété. Bien. Alors, la liste que j'ai donnée est très loin d'être exhaustive, mais elle permet, je crois, de prendre la mesure des mœurs qui tendent à s'installer dans le paysage intellectuel français. On pourra bien sûr y voir l'irruption chez nous de cette cancel culture qui sévit aux États-Unis et plus particulièrement sur les campus américains, et on n'aura pas tort. Cependant, ce phénomène, qui prend aujourd'hui les formes exacerbées que j'ai indiquées, ce phénomène s'est développé depuis une vingtaine d'années. Eh bien, je me propose ce soir de mettre en évidence ses principes, ses présupposés, sa logique et ses ressorts. Alors, pour bien situer mon propos, il me faut procéder préalablement à une double distinction.
mon propos porte exclusivement sur le débat intellectuel. Le débat intellectuel, ce n'est pas la même chose que le débat politique, dont je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas pour une raison très simple, c'est que il est de la nature du débat politique d'être polémique, parce que le débat politique est indissociable du combat politique dont il est l'expression et la forme la plus normale dans une démocratie où la conquête du pouvoir ne passe pas par la violence physique, mais par la rhétorique persuasive. Et donc, le débat politique garde inévitablement la trace du combat dont il est l'expression. C'est-à-dire que la parole dans le débat politique est une parole qui vise moins à convaincre qu'à vaincre. Et puis, c'est une parole qui n'est pas purement raisonnable. C'est une parole qui fait appel aux émotions, qui cherchent à susciter soit l'indignation, soit l'admiration, l'approbation, l'adhésion. Et elle s'adresse donc à la part sensible de ceux à qui elle s'adresse. Et par là, elle relève tout autant de la violence que de la raison. Il n'en va pas de même du débat intellectuel. Le débat intellectuel, en tout cas dans son principe, dans sa nature, est un débat qui consiste à rechercher ensemble la vérité sous l'autorité de la seule raison, de la raison commune à tous et donc présente en chacun. Le fameux bon sens dont Descartes nous dit qu'il est la chose la mieux partagée. Et donc, le débat intellectuel est une délibération qui n'a pas d'autre règle que la distinction du vrai et du faux. Il n'a pas d'autre exigence que de dévoiler la réalité. Autrement dit, c'est un débat qui a un enjeu exclusivement théorique. C'est un débat qui vise la connaissance dont le critère est la vérité, et non l'action, dont le critère n'est pas le même. Une vraie connaissance, c'est une connaissance vraie. L'action, elle, vise un but qu'elle veut atteindre, ce qui fait qu'une action est réussie, qu'elle est bonne, c'est son efficacité. Vérité d'un côté, efficacité de l'autre. Et puis, il y a une deuxième distinction qu'il me faut faire, tout aussi importante, mais j'irai beaucoup plus vite. Le débat intellectuel, ce n'est pas non plus un débat moral. Un débat moral porte sur les valeurs, c'est-à-dire non pas sur ce qui est, mais sur ce qui doit être. Pour reprendre, si vous voulez, une vieille distinction un peu scolaire, en matière de morale, on porte des jugements de valeur, en matière de connaissance, on porte des jugements de réalité. Alors, ces deux distinctions sont essentielles parce que le débat intellectuel est compromis lorsque se produit une confusion des genres, ou, pour le dire en termes pascaliens, une confusion des ordres. C'est-à-dire lorsque le débat intellectuel se laisse contaminer soit par l'intrusion de la morale, soit par l'intrusion de la politique. L'intrusion de la morale conduit à ce qu'on a pris l'habitude d'appeler depuis quelques années le politiquement correct. L'intrusion de la politique conduit à la politisation du débat intellectuel à travers la confusion du savant et du politique, pour le dire dans les termes de Max Weber. Alors,
c'est par ce dernier point que je vais commencer, la question de la politisation du débat intellectuel, l'intrusion de la politique dans le débat intellectuel. Et je prendrai pour point de départ une phrase de Raymond Aron, une citation très courte, qui se trouve dans la préface que Raymond Aron a écrite pour le célèbre livre de Max Weber, auquel je faisais allusion, Le savant et le politique. Raymond Aron écrit ceci: la vocation de la science est inconditionnellement la vérité. Le métier de politicien, ne tolère pas toujours qu'on la dise. Qu'est-ce que cela signifie? Que non seulement les exigences de la connaissance ne sont pas les mêmes que celles de l'action, c'est ce qu'on vient de voir, vérité, efficacité, mais que ces exigences peuvent parfois être antithétiques. Elles peuvent entrer en contradiction. Le savant, en tant que savant, veut connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Certes, on peut bien savoir, l'expérience nous l'a apprise, que les découvertes qu'ils peuvent faire, peut-être feront l'objet d'un mauvais usage, d'un usage dangereux. Bon, il reste qu'en tant que savant, il recherche la vérité et rien d'autre. Le politique, lui, veut conquérir ou conserver le pouvoir pour l'exercer, c'est-à-dire pour faire prévaloir la conception du bien commun qui est la sienne et la faire régner dans la cité. Et lui, par conséquent, n'a pas affaire à des interlocuteurs avec qui il délibérerait sereinement pour découvrir ensemble la vérité, mais, dans le meilleur des cas, à des adversaires qu'il combat, dans le pire, à des ennemis qu'il veut abattre. Or, le problème aujourd'hui, c'est que cette distinction faite par Raymond Aron dans la lignée de Max Weber, cette distinction est récusée par toute une partie de l'intelligentsia. En effet, aujourd'hui, la double casquette de savant et de militant est ouvertement revendiquée par un certain nombre d'intellectuels, des philosophes, des sociologues, des économistes, des historiens, qui ont un ancêtre lointain. Cet ancêtre lointain, c'est un certain Karl Marx. Plus précisément, c'est le Karl Marx de la 11e thèse sur Feuerbach. Les thèses sur Feuerbach, c'est un petit texte, un ensemble de 11 thèses qui se trouve à la fin de la première partie de l'idéologie allemande. Et la plus connue de ces 11 thèses, c'est la dernière, la 11e thèse, qui s'énonce ainsi: les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer. Alors, cette formule, bien sûr, est très importante parce que c'est une formule qui assigne à la philosophie une tâche nouvelle. Jusqu'ici, nous dit Marx, les philosophes s'étaient contentés d'interpréter le monde. Aujourd'hui, la tâche de la philosophie est une tâche qui relève de l'action et non plus simplement de la connaissance, une tâche révolutionnaire, transformer le monde. Un ancêtre lointain, donc, et puis un ancêtre plus proche, qui est le sociologue Pierre Bourdieu. Sociologue dont l'influence en France, en particulier, est extrêmement importante. Or, Bourdieu a lui-même raconté quel était son itinéraire. Et il a donc raconté que la logique de son travail l'avait conduit à renoncer à une certaine idée de l'objectivité qu'il s'était d'abord imposée et à découvrir que
exigence d'objectivité qui lui était apparue, dit-il, précisément comme une forme de censure, et que la sociologie avait fini par lui apparaître comme une science éminemment politique. Alors, ses disciples se sont bien sûr engouffrés dans cette voie. Par exemple, l'un d'entre eux, qui avait été un de ses plus proches collaborateurs, Patrick Champagne, déclarait ceci dans une interview au journal Libération le 16 avril 1998. Je cite: « Regardez la réussite actuelle de Charlie Hebdo. Nous sommes dans le même état d'esprit. Être là, dire ce qu'on pense, refuser le consensus, jouer les emmerdeurs. Et nous gardons une approche la plus scientifique possible. » Voici donc exemplairement constituée la figure postmoderne du scientifique emmerdeur. Et puis, nous avons un épigone plus récent et très en vogue aujourd'hui, M. Geoffroy de Laganerie, et lui déplore de son côté que certains de ses collègues, certains sociologues, fassent, je le cite, un usage dépolitisant de leur pratique et de leur savoir. Je le cite à nouveau: « Comment peut-on à ce point désamorcer la portée critique de la sociologie ?» Et alors, ce sociologue est intervenu, entre autres choses, vous savez, dans la querelle qui a agité le Landerneau sur la question de savoir si expliquer, c'est un peu excuser, comme l'avait dit un ancien Premier ministre. Et que nous dit M. de Laganerie? Il nous dit ceci, il écrit ceci: « Je pense qu'il faut récupérer le mot d'excuse. On cède trop facilement aux offensives de la pensée réactionnaire ou conservatrice. Excuser, c'est un beau programme de gauche. » Donc, ce sociologue ne cherche pas du tout à dire, voyons, c'est scandaleux de dire que expliquer, c'est excuser. Bien sûr que c'est vrai, nous dit-il, et c'est ça que doit faire la sociologie. Elle doit expliquer et elle doit donner des explications qui sont en même temps des excuses. C'est un programme de gauche. Voilà. Alors, la messédique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sociologie est un sport de combat. Ça veut dire que la critique sociale lui est consubstantielle. Ça veut dire que la sociologie est une science de gauche qui réalise sa vocation en combattant la pensée conservatrice ou réactionnaire, c'est-à-dire de droite. Alors on comprend que ce sociologue ait pris l'initiative, il y a 6 ans, d'appeler à boycotter les rendez-vous de l'histoire de Blois pour protester contre l'invitation qui avait été faite à Marcel Gauchet d'y prononcer la conférence inaugurale. Y aller, écrit-il avec son compère Édouard Louis, je cite, « ce serait comme si nous nous inscrivions dans le même monde que ce militant de la réaction. » Alors on voit clairement ici comment la politisation de la science débouche sur une logique de l'exclusion du débat intellectuel de ceux qui sont désignés comme des ennemis politiques. Et le plus triste dans cette affaire, c'est qu'il s'est trouvé 229 intellectuels, pas les plus brillants, il est vrai, pour contresigner cet appel à refuser la discussion avec l'un des plus grands intellectuels français. Et un an plus tard, les mêmes Louis et Laganerie réaffirmaient et théorisaient leur position dans un manifeste pour une contre-offensive intellectuelle et politique, manifeste publié par le journal Le Monde,
où l'on pouvait lire que, je cite, « En France, intellectuel de droite reste un oxymore, mieux une impossibilité. » Tout cela est évidemment parfaitement cohérent. Si la science est de gauche, à l'époque du marxisme triomphant, il y a une cinquantaine d'années, on parlait de science prolétarienne. Si la science est de gauche, il ne peut y avoir d'intellectuel de droite. La tâche de l'intellectuel de gauche, forcément de gauche, est de mener conjointement un assaut théorique contre l'ordre bourgeois de la société capitaliste et une activité militante pratique. En 1995, comme Bourdieu, contre le plan Juppé, plus récemment avec Nuit debout ou contre la réforme du Code du travail. Quant à ceux qui, étant de droite, ne sont pas des intellectuels, de ce fait, ils ne sont pas des interlocuteurs avec qui on pourrait discuter ou délibérer. Ce sont des adversaires qu'il faut combattre, sinon des ennemis qu'il faut abattre. Alors j'en arrive à mon deuxième point, le deuxième écueil pour le débat intellectuel, l'intrusion de la morale. Le débat intellectuel, c'est une discussion, on l'a vu, qui vise une connaissance vraie. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance vraie? Une connaissance vraie, ça veut dire une connaissance objective, c'est-à-dire une connaissance qui peut valoir pour tous les sujets, parce que, précisément, elle est indépendante de la particularité de chacun. Et donc, son objet doit pouvoir être envisagé en lui-même. Et c'est là, dès la naissance de la philosophie, en tout cas dès sa naissance grecque, dès sa naissance platonicienne, c'est exactement cela, l'un des sens de la recherche de la définition dans les dialogues de Platon, et plus particulièrement dans les premiers dialogues, dans ce qu'on appelle les dialogues socratiques. Ce qui caractérise la plupart de ces dialogues, c'est qu'ils portent sur une question de définition. Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que l'amitié? Etc. Je vais prendre un premier exemple. Ce n'est pas un dialogue socratique, mais peu importe, ça revient au même du point de vue que j'envisage. Le Ménon. Le Ménon, c'est un dialogue qui parle d'une question qu'on peut appeler la question initiale, que Socrate va transformer en question préalable, c'est-à-dire en demande de définition. La question initiale du Ménon est la suivante: est-ce que la vertu peut s'enseigner? Bon, une question qui peut paraître un petit peu bizarre à nos contemporains, mais il faut savoir que dans la cité grecque du 5e siècle, c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité parce que dans cette cité grecque, il y a des personnages très importants qui ont joué un rôle essentiel, qu'on appelle les sophistes. Le mot, à l'origine, n'a pas le sens péjoratif qu'il a pris pour nous. Les sophistes, ça veut dire les sages, ou plus précisément, les savants. Les sophistes, ce sont avant tout des professeurs de rhétorique, des professeurs d'éloquence. Ils enseignent l'art de bien parler, l'art de persuader par la parole, et certains d'entre eux, le cas de Protagoras, prétendent également rendre les hommes meilleurs, donc enseigner la vertu. Donc vous voyez à quel point c'est une question d'actualité, et une question qui a une dimension polémique. Si la vertu peut s'enseigner, cela justifie l'activité de ceux qui enseignent cela et qui se font payer assez cher d'ailleurs pour l'enseigner. Mais si la vertu ne peut pas s'enseigner, alors ils vendent une marchandise qui n'existe pas, et ce sont des escrocs. Donc il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'on réponde positivement à cette question. Bon, je prends un deuxième exemple, un autre dialogue de Platon, un dialogue socratique, un des tout premiers, qui s'appelle Eutyphron, sur la piété. Alors, le prologue de Eutyphron, on voit Socrate et Eutyphron. Eutyphron, c'est un prêtre qui se rencontre sur les marches de ce qu'on appellerait aujourd'hui le palais de justice.
parce qu'ils s'y sont convoqués tous les deux pour une affaire de procès. Dans le cas de Socrate, tout le monde le connaît, c'est le procès pour impiété qui lui est intenté et au terme duquel il sera condamné à mort. Quant à Euthyphron, il est convoqué au palais de justice par l'archonte roi, nous dirions le juge d'instruction. Il est convoqué parce que, alors lui, dans un procès où il est l'accusateur et non pas l'accusé. Il intente à son propre père un procès pour impiété. Bon. Donc, question initiale de ce prologue, c'est est-ce que Socrate est pieux ou impie? Est-ce que le père d'Euthyphron est pieux ou impie? Bon. Mais ces questions, bien sûr, sont des questions qui vont inévitablement diviser les amis et les adversaires des différents protagonistes. Qu'est-ce que fait Socrate chaque fois, dans le Ménon comme dans l'Euthyphron? Il substitue à la question initiale une question préalable, c'est-à-dire une question qui, si elle n'est pas première empiriquement et première logiquement, c'est à cette question qu'il faut d'abord répondre pour pouvoir répondre à la question initiale. Pour savoir si Socrate est pieux ou impie, il faut d'abord que je sache ce qu'est la piété. Pour savoir si la vertu peut s'enseigner, il faut que je sache ce qu'est la vertu. Et donc, Socrate amène ses interlocuteurs aux questions: qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que la vertu? Et par là même, que fait Socrate? Eh bien, il arrache le débat au terrain passionnel qu'il a vu naître et qui constitue son origine, et il fonde la possibilité qu'une discussion qui sera objective, parce que désormais elle vise un objet considéré en lui-même et pour lui-même, et non pas un énoncé considéré dans sa relation à celui qui l'énonce et qui peut avoir tel avantage, tel désavantage, tel intérêt à l'énoncer. Vous avez d'ailleurs un passage du Gorgias, alors je cite un troisième dialogue de Platon, mais rassurez-vous, je vais arrêter après. Vous avez un passage du Gorgias qui est tout à fait éclairant à cet égard. Le Gorgias, donc, il y a une discussion sur la rhétorique. Socrate, au début, discute avec Polos. Polos est enthousiasmé par l'art de la rhétorique, bon, par sa toute-puissance dans la cité, par les pouvoirs exorbitants qu'elle donne, et Socrate s'efforce de disqualifier la rhétorique aux yeux de Polos. Alors Polos, bien sûr, il peut l'ébranler, et à un moment, il s'en prend à Socrate, il le prend à partie, et il le prend à partie comment? En personnalisant le débat, c'est-à-dire en impliquant la personne de Socrate. Écoutez ce qu'il dit. « Ah, mais à t'entendre, Socrate, il te serait indifférent d'être incapable de faire ce qui te plaît dans la cité, tu préférerais n'y avoir aucun pouvoir, et tu n'éprouverais aucune envie pour l'homme que tu verrais ainsi tuer qui il veut, le dépouiller de ses richesses et le jeter dans les fers. » Et que fait Socrate? Aussitôt, Socrate détache la question du sujet désirant qu'il est censé être et il rétablit l'exigence d'objectivité et d'universalité. Socrate lui dit ceci: « Parles-tu d'un homme qui fait tout cela justement ou injustement ?» En passant de l'individu Socrate à un homme en général, Socrate lui dit, peu importe que ce soit Socrate ou un autre qui parle, qu'il ait telle ou telle intention, tel ou tel intérêt, etc. La seule question qui vaille est de savoir si la proposition qu'il énonce est vraie ou fausse. Or, dans les débats qui occupent la scène médiatique, eh bien, cette exigence socratique est régulièrement bafouée. Et elle est bafouée de deux manières. Je dirais qu'elle est bafouée d'une part en amont et d'autre part en aval. Elle est bafouée en amont lorsque, à la question de savoir si une thèse est vraie ou fausse, on substitue la question des raisons non pas au sens des motifs, qui sont rationnels, mais au sens des mobiles, qui sont sensibles. Des raisons qui ont poussé celui qui l'avance à l'avancer. Bon, alors ça c'est bien connu,
c'est classiquement ce qu'on appelle le procès d'intention. Ça consiste à dire la proposition que vous soutenez ne mérite même pas d'être examinée, puisque vous ne pouvez la soutenir qu'en poursuivant des objectifs méprisables, poussés que vous êtes par vos intérêts de classe par exemple, ou par le camarade, ou par des passions tristes. Et puis deuxièmement, elle est bafouée cette fois en aval, lorsque on cherche à disqualifier une thèse en la rapportant cette fois non plus aux causes qui auraient conduit à la soutenir, mais aux conséquences néfastes qu'elle est censée devoir engendrer. On dit à ce moment-là, attention, en disant cela, vous allez faire le jeu de X ou Y. Donc, en amont, il y a le mal qui a produit cette thèse, et en aval, il y a le mal qu'elle va produire. Mais, ce faisant, eh bien, on a substitué l'ordre pratique à l'ordre théorique, l'ordre de l'action à l'ordre de la connaissance, et la distinction du bien et du mal à la distinction du vrai et du faux, et l'on a ainsi rendu impossible un débat intellectuel. Alors, la première forme de l'intrusion de la morale, ou disons du moralisme, dans le débat intellectuel, celle qui prend en compte l'intention qu'on prête à celui qui parle, eh bien, cela conduit bien sûr à l'exclusion de celui à qui on attribue de mauvaises intentions. Celles-ci permettent de le disqualifier. Alors, par exemple, dans le débat sur la question de savoir s'il fallait supprimer le mot race de la Constitution, ou dans la controverse où il s'agissait de savoir si toutes les civilisations se valent, ceux qui s'aventuraient à risquer une réponse négative étaient d'emblée qualifiés de racistes. Dans le débat sur la question de savoir si l'islamisme a quelque chose à voir avec l'islam, ce sont ceux qui avançaient une réponse positive, qui se voyaient accusés d'islamophobie, c'est-à-dire de racisme. S'agissant du débat sur le mariage entre couples de même sexe, ceux qui s'y opposaient, ou qui simplement émettaient à son encontre des réserves, étaient de toute évidence mus par la haine homophobe. Dans le débat concernant la féminisation des noms d'agents et les vertus de l'écriture inclusive, ceux qui n'y sont pas favorables ne peuvent être que sexistes. Le professeur Slavovis vient d'en faire l'expérience. Donc on le voit, l'intrusion de la morale a le même effet que l'intrusion de la politique. Dans ce dernier cas, on l'a vu, si la science est de gauche, c'est l'ignorance qui est de droite. Et il n'y a pas lieu de discuter avec les ignorants. Dans le meilleur des cas, on les instruit. Dans le pire, on les ignore. Et dans le cas de l'intrusion de la morale, on ne discute pas avec des racistes, des sexistes ou des homophobes, car le racisme, le sexisme et l'homophobie ne sont pas des opinions sujettes à débat, ce sont des délits. On ne discute pas avec les délinquants ni avec les méchants. Les délinquants, on les punit, les méchants, on les couvre d'opprobre. Et puis, le politiquement correct ne va pas seulement exclure des personnes du débat, il exclut aussi les thèses que ces personnes soutiennent et même les thèmes qu'elles abordent. Dans leur manifeste pour une contre-offensive intellectuelle et politique, Geoffroy de la Gannerie et Édouard Louis s'assignent les principes éthiques suivants. Je cite : fuir les débats imposés,
refusait de constituer certains idéologues comme des interlocuteurs, certains thèmes comme discutables, certains problèmes comme pertinents. Ne pas accepter de présenter comme des opinions sujettes au débat ce que l'on sait par la connaissance être faux. Alors voilà, à partir du moment où on a en effet substitué la division du bien et du mal à la distinction du vrai et du faux, peu importe qu'une thèse ou qu'un discours soit vrai ou faux. Si celui qui les énonce est supposé être raciste, ou si son énonciation risque de stigmatiser, comme on dit, une population exposée au racisme, même vrais, ils doivent être passés sous silence. Alors, j'en ai donné dans mon livre une illustration à travers une affaire, l'affaire de Rotherham, qui d'ailleurs n'est pas une affaire unique, elle s'est reproduite à plusieurs reprises. À la fin du mois d'août 2014, la presse se faisait l'écho du scandale qui secouait le Royaume-Uni après la publication du rapport du professeur Alexis Jay, une ancienne inspectrice des affaires sociales. À Rotherham, dans le Yorkshire, 1400 jeunes filles, âgées de à 16 ans, avaient été battues, victimes d'abus sexuels, violées, souvent sous la menace de la torture, pendant 16 ans, de 1997 à 2013, sans que ni la police, ni les services sociaux, ni le conseil municipal, qui tous trois avaient été alertés par 3 rapports établis entre 2002 et 2006, sans qu'ils n'aient rien fait pour s'y opposer. Pour quelle raison? Ces responsables, pouvait-on lire dans le rapport de Mme Jay, étaient en effet, je cite là le journal Le Monde du 26 août 2014, ils étaient réticents à identifier les origines ethniques des coupables par crainte d'être traités de racistes. Alors, pour évoquer justement les effets dans le débat intellectuel français, il suffit de regarder le compte-rendu de cette affaire à la date du 27 août 2014 par le journal Libération. C'est très intéressant parce que le journal Libération rapporte ces faits, mais il ne mentionne les origines ethniques des coupables que dans les 3 dernières lignes de l'article, à travers la phrase suivante: le rapport constate que la majorité des auteurs connus étaient d'origine pakistanaise. Et le journal Libération ne dit pas un mot des raisons pour lesquelles les services sociaux avaient gardé le silence sur cette affaire. Il est vrai que ce même journal, qui, le 16 mai 2013, rendait compte d'une affaire similaire, celle d'Oxford, où là, une cinquantaine de fillettes avaient été battues et violées pendant 8 ans par des tortionnaires, tous d'origine pakistanaise, sauf un érythréen. Libération avait mis en garde contre les dangers de stigmatisation, avait pris la peine de rappeler que dans une autre affaire à Derby, là, les coupables étaient des Britanniques pure souche, que, après tout, on ne disposait pas de statistiques fiables, et que néanmoins, selon la police, 95% des hommes placés sur les registres des prédateurs sexuels étaient blancs et européens. Alors, cela pose, à mon sens, quand même quelques questions. La première, c'est celle-ci. Il est permis de se demander quand même ce qui est le plus dangereux. Est-ce le risque de stigmatisation d'une communauté, ou est-ce le silence qui garantit pendant 16 ans l'impunité de violeurs et de tortionnaires appartenant à une communauté qui risquerait d'être stigmatisée? Et pour répondre à cette question, je proposerai une petite expérience de pensée. Supposons que 1400 jeunes filles de 11 à 16 ans aient été battues, menacées de mort et violées pendant 16 ans par des prêtres catholiques ou des moines bénédictins.
est-ce que les services sociaux, les conseils municipaux, etc., se seraient tus pour ne pas risquer de stigmatiser une communauté et d'alimenter ainsi l'anticléricalisme primaire? Et est-ce que le journal Libération aurait pris la peine de préciser dans un article ne signalant que dans les 3 dernières lignes l'appartenance d'église des violeurs que plus de 95% des hommes placés sur les registres des prédateurs sexuels ne sont pas des ecclésiastiques? On voit la gourmandise avec laquelle cet organe de presse, qui n'est pas le seul, se précipite sur les affaires de pédophilie où des prêtres catholiques sont mis en cause, on peut évidemment en douter. Alors voilà, pour le politiquement correct, il y a des vérités qu'il faut taire parce qu'elles sont dangereuses à dire. Alors, je vais en donner ici un second exemple, auquel je fais allusion tout à l'heure. Le 4 février 2012, un ministre soulevait une de ces tempêtes qu'on a accoutumé de nommer médiatiques, en déclarant devant une assemblée d'étudiants que toutes les civilisations ne se valent pas. Cette déclaration fit pleuvoir sur lui les accusations de racisme et lui valut même de se voir comparé aux nazis par un député sur les travées de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est de constater que, à aucun moment, le propos du ministre n'avait été envisagé par ses détracteurs sous l'angle de la vérité. On ne lui reprochait pas d'avoir dit quelque chose de faux, mais d'avoir dit quelque chose de scandaleux. Et on retrouve là exactement la définition du politiquement correct. Alors, comme un professeur de philosophie se pose, lui, prioritairement, la question du vrai et du faux, moi je me suis demandé si la proposition « toutes les civilisations ne se valent pas » était une proposition vraie ou fausse. Et comme un professeur de philosophie, c'est aussi quelqu'un qui a été amené à enseigner la logique, j'ai remarqué que les propositions « toutes les civilisations ne se valent pas » et « toutes les civilisations se valent » sont des propositions contradictoires. Non pas contraires, mais contradictoires. Des propositions contradictoires, ce sont des propositions qui ne peuvent être ni vraies toutes les deux, ni fausses toutes les deux. C'est-à-dire que la vérité de l'une implique la fausseté de l'autre et réciproquement en vertu du principe qu'on appelle le principe du tiers exclu. Bon, c'est-à-dire que si, à partir du moment où j'affirme qu'il est faux que toutes les civilisations ne se valent pas, il est forcément vrai que toutes elles se valent. Et à partir de là, je me suis dit, mais à celui qui procède à cette négation, qui équivaut donc à cette affirmation, on est en droit de demander comment il démontre que toutes les civilisations se valent. Ah, là j'ai un problème, je n'arrive plus à faire défiler mon texte. Bon. Et Socrate aurait peut-être dit qu'est-ce que la civilisation? Socrate aurait sûrement dit cela, oui. Alors, ce qui est remarquable, c'est que pas un seul des auteurs des multiples tribunes qui ont été publiées dans les journaux pour récuser la proposition selon laquelle toutes les civilisations ne se valent pas, ne se soit aventuré à fournir ne serait-ce que l'ébauche d'une telle démonstration. Alors, je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, mais si cette démonstration existait, il me semble qu'on n'aurait pas manqué de la produire. Et j'ai trouvé la réponse à cette question
en constatant que ceux qui récusent cette proposition la présupposent souvent et la formulent parfois explicitement. Ainsi, le journal Le Nouvel Observateur avait publié en février 2012, dans la foulée de cette polémique, de multiples articles destinés à pourfendre le ministre qui avait affirmé cela. Et 3 mois plus tard, ce même hebdomadaire publiait un numéro hors série intitulé « Les grandes civilisations ». Les grandes civilisations, diable. Il y en aurait donc de petites. Et le petit n'est-il pas au grand ce que l'inférieur est au supérieur? De même, 2 ans auparavant, au mois de mars 2011, les éditions Odile Jacob publiaient un ouvrage rédigé par 50 chercheurs et citoyens engagés, ouvrage préfacé par Martine Aubry et intitulé « Pour changer de civilisation ». Là aussi, je me suis dit, mais enfin, à quoi ça rime de vouloir changer de civilisation si toutes les civilisations se valent? C'est un peu ballot. Et puis enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux-là même qui s'indignent qu'on puisse décréter qu'une civilisation est supérieure à une autre n'avaient aucun scrupule à célébrer l'âge d'or d'Al-Andalus, à dire et à répéter que sous le pouvoir éclairé et tolérant des califes omeyyades, l'Espagne musulmane avait connu un apogée économique et culturel où les arts étaient florissants, où des savants venus d'Orient transmettaient à une Europe chrétienne obscurantiste et violente un héritage grec que son inculture lui avait fait oublier, et cela pendant que les 3 religions du livre cohabitaient dans une paisible et bienveillante harmonie. Tout cela s'est dit, tout cela continue à se dire, sans qu'aucun député ne qualifie ces propos de racistes, ni ne leur fasse grief de nous reconduire, selon la formule consacrée, aux heures les plus sombres de notre histoire. On le voit, les censeurs ne se préoccupent ni de cohérence, ni de vérité. Leur propos est seulement d'intimider ceux qui défendent des conceptions différentes des leurs. Et puis alors, outre les thèses qu'il ne faut pas soutenir, il y a les sujets qu'il ne faut même pas aborder. Un exemple emblématique est celui de l'immigration. Plus précisément, c'est un sujet dont on peut parler à condition de dire qu'elle est une chance pour la France, mais surtout pas pour dire qu'elle est un problème, car on vous objecte alors que vous êtes dans la même catégorie que ceux qui, dans les années 30, parlaient d'un problème juif. Bon, inutile d'insister sur le caractère absurde de la comparaison, car dans les années 30, non seulement les Juifs étaient parfaitement intégrés à la société française, mais il était tellement que ce que les antisémites leur reprochaient, c'était justement de l'être trop, d'avoir trop bien réussi, d'être omniprésent et omnipotent, de contrôler le monde de la finance et des affaires, d'être les maîtres de l'or, selon la formule de Bernanos, d'exercer leur influence sur l'État, d'où la notion maurassienne d'antisémitisme d'État, c'est l'époque où on dénonce la République des Rothschild. Donc, cette comparaison est totalement dénuée de pertinence, mais elle a pour fonction d'occulter que l'immigration n'est pas seulement une chance pour la France, mais aussi un problème. Elle est les deux. Elle est une chance. C'est incontestable. Elle est une chance, comme en témoigne le fait que la majorité, la grande partie de nos compatriotes issus de l'immigration arabo-musulmane est très bien intégrée à la société française et souscrit aux valeurs de la République. C'est ce qui ressort de l'étude
publié par l'Institut Montaigne en septembre 2016. Une chance incontestablement, mais aussi un problème, comme le montre cette même étude, qui fait apparaître une minorité, une forte minorité de 28%, plutôt jeunes et vivant dans les quartiers dits sensibles, qui se laissent séduire par certaines formes de radicalité, qui manifestent des tendances rigoristes sur le plan religieux et sécessionnistes, pour ne pas dire séparatistes, vis-à-vis de la société française. Bon, encore d'ailleurs, ne faut-il pas exagérer la portée de la réponse que font ces 28% à la question qui leur est posée de savoir s'ils placent plus haut la charia ou les lois de la République. 28% répondent qu'ils placent peu la charia. Oui, mais après tout, si on demandait à des chrétiens si c'est la loi de Dieu qui est supérieure à celle des hommes ou l'inverse, je vois mal comment des chrétiens pourraient répondre que la loi des hommes est supérieure à la loi de Dieu. Bon, vous avez d'ailleurs un sondage beaucoup plus récent, il date, c'est un sondage IFOP du 2 septembre dernier, qui nous apprend que 74% des musulmans de moins de 25 ans déclarent faire passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République, contre seulement 25% des plus de 35 ans. Bon, donc là, on a de toute évidence un phénomène qui est lié à l'âge. Il semble qu'en vieillissant, les choses changent très fortement. Et puis, là encore, il est question de valeurs, il n'est pas question d'obéissance ou de désobéissance à la loi. Cela dit, il reste que ces tendances à la radicalité, ces tendances sécessionnistes, sont inquiétantes et que l'immigration, à côté de ces incontestables réussites, pose des problèmes bien réels, des problèmes dont ont témoigné les émeutes de 2005, dont témoigne la surreprésentation des populations d'origine arabo-musulmane, d'une part dans la population en échec scolaire, d'autre part dans la population délinquante. Et on ne va pas résoudre ces problèmes en refusant de les voir, comme le politiquement correct nous y incite, en assimilant ces populations aux Français juifs des années 30, qui n'étaient, eux, ni impliqués dans des émeutes anti-républicaines, ni surreprésentés, que l'on sache, dans la population en échec scolaire ou dans la population délinquante. Bon. Et puis, alors, notre censeur moraliste dispose d'une arme encore plus radicale pour empêcher le débat. Il s'agit de contrôler la parole de l'adversaire avant même qu'il ait parlé, en instituant une police du langage qui disqualifie certains mots afin de rendre impossible leur usage. J'en donnerai ici 4 exemples. Premier exemple, c'est le mot identité. Depuis plusieurs années, la chasse est ouverte contre le mot identité. Quiconque se hasarde à l'utiliser s'expose à être immédiatement accusé d'occuper une position de repli identitaire, d'être animé par la peur, sinon par la haine de l'autre, et d'inscrire sa pensée dans le cadre d'une idéologie rance dans le meilleur des cas, nauséabonde dans le pire, mais qui dans tous les cas nous ramène, comme toujours, aux heures les plus sombres de notre histoire. Alors, il est vrai que la création en 2007 d'un ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas peu contribué à jeter sur lui le discrédit, non seulement en raison des préoccupations électorales qui l'avaient manifestement inspiré, mais aussi parce que cela revenait à lier maladroitement la question de l'identité à la seule question de l'immigration. Or, l'immigration est loin d'être la seule cause du malaise identitaire. La mondialisation d'une part, la construction européenne avec ses difficultés et ses échecs d'autre part,
ébranle tout autant les assises des peuples qu'elle concerne. Et puis par ailleurs, l'exemple d'un pays voisin comme la Belgique, ou de pays voisins comme la Belgique et l'Espagne, l'exemple d'un pays voisin comme la Belgique montre que, indépendamment de l'immigration, la question de l'identité nationale peut se poser avec une terrible acuité dès lors que cohabitent au sein de la même nation des communautés différentes par la langue, par les mœurs, par l'histoire, par les traditions, par le niveau économique, etc. Mais précisément, ce cas nous montre en gros caractère, pour reprendre une métaphore platonicienne, ce que nous pouvons voir en plus petit caractère lorsque dans un pays, les échecs de l'intégration débouchent sur des tentations communautaristes et des phénomènes de ghettoisation. Qu'un ancien Premier ministre ait pu parler à ce sujet d'apartheid indique, au-delà de l'exagération manifeste, que la question de l'identité nationale se pose bel et bien. Pourquoi refuser d'en discuter et de le faire avec des mots justes? Alors, on a contesté que identité fût un mot juste, sous le prétexte que toute identité se construit et qu'aucune n'est figée. Certes, mais dire cela, ce n'est pas dire que l'identité n'existe pas du tout, ou que son concept est dépourvu de sens. Nous savons bien que toute identité, celle d'une nation comme celle d'un enfant qui devient homme, se construit dans une histoire. Et cela ne nous empêche pas de parler d'identité dans de multiples circonstances où il ne s'agit pas de celle de la France. Par exemple, celui qui s'aventurerait à nier l'existence d'une identité palestinienne s'exposerait à de graves ennuis avec la plupart des signataires de la pétition lancée par Mediapart contre cette déclaration le 2 décembre 2009. Quant aux militants de la France insoumise ou aux députés frondeurs du Parti socialiste, lorsqu'ils réclament que la gauche soit fidèle à ses valeurs, est-ce qu'ils ne lui demandent pas de conserver son identité? Est-ce qu'il faut leur répondre que leur idéologie est rance, que la gauche n'a pas plus que la République, je cite la pétition de Mediapart, d'identité assignée, figée et fermée, mais des principes politiques vivants et ouverts? Ah, mais alors à ce moment-là, son identité est en construction avec Macron. Toujours est-il que cette censure du langage n'est pas dépourvue d'efficace. Par exemple, Régis Debray. Régis Debray est invité sur France Inter le 22 janvier 2010 à propos de la catastrophe qui s'était abattue sur Haïti. Voici ce que déclare au cours de cette interview Régis Debray, je cite: « Ce qui fait la force d'Haïti, c'est son identité nationale. » 22 janvier 2010. 5 ans plus tard, le 24 septembre 2015, Régis Debray est interviewé par le journal Le Point, qui lui demande, qui lui dit « C'est pourquoi vous ne parlez jamais d'identité ?» Et il répond, je cite, « Oui, je préfère parler de personnalité. C'est moins fermé, plus souple. L'identité, ça se fige en carte, ça peut sentir mauvais assez vite. » Soit. Nous pensons donc que, pour des raisons olfactives, Régis Debray dirait aujourd'hui que ce qui fait la force d'Haïti, c'est sa personnalité nationale. Deuxième mot, celui de dette. Alors là, ça remonte à 2008, c'est au cœur de la cabale qui avait été dirigée contre l'historien Sylvain Guggenheim, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Deux intellectuels qui avaient participé à cette cabale, Hélène Bellosta et Marwan Rached, invités à l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, reprochent à Guggenheim d'avoir utilisé le mot dette pour évoquer une dette de l'Europe chrétienne envers le monde grec. Et ils expliquent doctement que ce terme de dette devrait être, selon eux, banni
du vocabulaire des historiens. L'ennui, c'est que 7 mois plus tôt, le même Marwan Rached avait signé une pétition anti-gougonaille intitulée « Oui, l'Occident chrétien est redevable au monde islamique ». Quelle différence y a-t-il en français entre avoir une dette envers quelqu'un et être redevable de quelque chose à quelqu'un? Troisième mot, je passe très vite là-dessus, celui de civilisation. Le même Marwan Rached, professeur à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, dans un article publié sur le site umma.com, Marwan Rached se propose de déconstruire la notion de civilisation, notion, selon lui, forcément essentialiste et ethnocentrique. Mais il faut lire son texte jusqu'au bout, car il conclut son propos en écrivant ceci, je cite, « Il y aurait grand intérêt à enseigner que la civilisation arabo-islamique ne se résume pas au harem et au thé à la menthe. » Alors là, on se dit d'abord avec de tels déconstructeurs, on peut se passer de constructeurs. Et puis, deuxièmement, eh bien, il semble en effet qu'on ait le droit de parler de la civilisation que lorsqu'elle est arabo-islamique et de la dette que lorsque le créancier est musulman. Enfin, quatrième mot, c'est celui de race. Comme vous le savez, il y a quelques années, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à supprimer le mot race des textes législatifs où il figurait. L'une des justifications apportées était que c'était sur lui que les idéologies racistes fondaient leurs convictions. Bon, j'ai analysé dans un chapitre de mon livre cette justification et le lien qu'elle suppose entre l'usage du mot race et le racisme. Je ne reviens pas là-dessus. Simplement, ce que je voudrais montrer, c'est qu'à cette occasion, la passion répressive du politiquement correct et sa volonté de contrôler et de maîtriser le langage s'est exprimée et parfois sans retenue. En témoigne superbement un article publié par une avocate parisienne qui propose d'introduire dans la Constitution une disposition interdisant de façon absolue de distinguer deux prétendues races dans le genre humain. Fin de citation. Et elle précise ainsi, je cite, « C'est donc bien un certain usage du mot qu'il s'agit d'interdire, car, dit-elle, dès lors qu'on interdira de reconnaître l'existence des races, on rendra impossible de penser qu'il y en a de supérieurs. » Alors là, le lecteur de George Orwell se souvient peut-être que dans 1984, Syme dit à Winston « Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée. À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. » Et notre avocate ne s'arrête pas là. Elle demande que la loi fasse un délit du simple fait de postuler l'existence des races. Alors, là, cette fois, c'est le simple fait de formuler une hypothèse, donc un simple acte de pensée qui devrait être réprimé pénalement. Alors là encore, on ne peut s'empêcher de songer à 1984. Orwell écrit ceci, « Aux yeux du parti, il n'y avait pas de distinction entre la pensée et l'acte. » Voilà, alors je voudrais dans un dernier temps, en revenant à ce qui a été mon point de départ, aller à l'essentiel. Le débat intellectuel suppose avant tout qu'on prenne le temps et la peine d'écouter ou de lire celui avec qui on débat. Ayant consacré ma vie professionnelle pour une grande part à enseigner l'art de l'explication de texte à des élèves et à des étudiants,
j'ai toujours essayé de leur montrer qu'on ne pouvait pas expliquer un texte sans une certaine abnégation. C'est-à-dire en faisant taire pour un moment son propre moi, en se mettant à l'écoute de celui qu'on lit, en s'efforçant d'entrer dans l'ordre de ses raisons, en présupposant donc qu'il peut avoir de bonnes raisons de dire ce qu'il dit, bref, en essayant d'être lui aussi longtemps qu'on le lit. Or, ce qui m'est apparu dans les débats et controverses que j'ai examinés, c'est que cette exigence y était mise à mal régulièrement, même sous sa forme minimale. Non seulement on ne lit pas un auteur avec ce minimum d'empathie qui permettrait d'entrer dans ses raisons, non seulement on ne lui applique pas ce principe de charité, en vertu duquel on présupposerait qu'il ne soit pas impossible qu'il puisse avoir raison, mais on ne le lit pas du tout. On le combat sans l'avoir lu. Premier exemple, l'affaire Guggenheim. Cette affaire, en quoi a-t-elle consisté? Elle est intéressante parce qu'on y retrouve absolument tous les éléments qui empoisonnent le débat sur la scène intellectuelle française. La disqualification de l'auteur par les intentions qu'on lui attribue, la disqualification de ses thèses par les effets nocifs qu'on lui impute, la disqualification des mots et des concepts qu'il utilise, et enfin la volonté de le combattre sans le lire, ou du moins avant même de l'avoir lu. Je rappelle brièvement les faits. Au printemps 2008, Sylvain Guggenheim, c'est un historien réputé, un médiéviste réputé, qui après avoir été maître de conférence en histoire médiévale à la Sorbonne, a été élu professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Sylvain Guggenheim publie un ouvrage destiné au grand public dans lequel il se propose de rééquilibrer la vision la plus communément répandue de la transmission du savoir grec à l'Europe médiévale, dans la mesure où, selon lui, cette conception communément répandue a tendance à surestimer le rôle de l'islam et de sous-estimer celui d'autres filières, en particulier latines et byzantines. Assurément, les thèses de l'auteur étaient contestables. Le grand historien Jacques Lecoq a dit que son livre était intéressant mais contestable. Tout comme pouvait l'être aussi contestable celle qu'il contestait lui-même. Et elle méritait d'être discutée, critiquée, précisée, amendée à travers un débat entre historiens. Malheureusement, ce n'est pas à un tel débat qu'on assista au printemps 2008, mais à une furieuse cabale qui se manifesta à travers plusieurs appels et pétitions, dont l'une allait jusqu'à réclamer une enquête approfondie contre l'auteur du livre. Celui-ci fut accusé de tenir des propos dictés, je cite, par la peur et l'esprit de repli, de poursuivre un répugnant dessein, d'être un raciste culturel, un islamophobe alimentant le discours xénophobe et le choc des civilisations. La reprise de certains passages de son livre sur des sites d'extrême droite fournissant la preuve de ses, je cite, fréquentations intellectuelles douteuses. Bon. Voilà pour la double disqualification en amont et en aval, le procès d'intention et la réfutation par les conséquences. Mais il y a plus, car la directrice de la collection L'Univers historique aux éditions du Seuil, qui avait publié ce livre, Aristote au Mont-Saint-Michel, cette directrice révéla que plusieurs pétitionnaires lui avaient demandé le livre de Guggenheim après la publication de leur pétition. Ce dont d'ailleurs le contenu de la tribune publiée le 30 avril 2008 dans Libération apportait la preuve, car dans cette tribune, les 56 chercheurs en histoire et philosophie médiévale y imputaient à Guggenheim des contradictions qui étaient de toute évidence inexistantes pour quiconque avait pris la peine de lire le livre. Voilà. Et puis, alors je prends un
dernier exemple, et j'en resterai là. 2 ans plus tôt, une autre affaire avait illustré, et là de manière beaucoup plus dramatique, les effets désastreux de la condamnation d'un texte qu'on n'a pas lu. Le 12 septembre 2006, le pape Benoît XVI avait prononcé à l'université de Ratisbonne, université où il avait été professeur, dont il avait été le vice-recteur. Il prononçait une conférence académique devant un aréopage universitaire, ses anciens collègues, conférence intitulée « Foi, raison et université ». Des radios et des télévisions avaient repris sans vérification des dépêches d'agences de presse affirmant que le pape, dans cette conférence, avait dénoncé la violence de l'islam. Conséquence, des églises furent incendiées en Irak et en Palestine, plusieurs chrétiens furent assassinés, dont une religieuse septuagénaire à l'hôpital de Mogadiscio, par des gens qui n'avaient pas lu le discours de Benoît XVI, mais qui, informés de son contenu par des journalistes qui ne l'avaient pas lu non plus, des gens entendant montrer ainsi qu'on avait tout à fait tort de lier l'islam et la violence. Or, la conférence du pape n'avait pas pour objet l'islam et la violence. Elle avait pour objet, comme son titre l'indiquait, la foi et la raison, et Benoît XVI n'y affirmait strictement rien en son nom au sujet de l'islam. De l'islam, il n'était question que dans l'introduction, à travers une citation. La citation d'un court dialogue entre l'empereur byzantin Manuel Paléologue II et un lettré persan. Et dans ce dialogue, l'empereur byzantin reproche à Mahomet d'avoir diffusé la foi par l'épée. Le pape cite ce texte, mais bien loin de reprendre à son compte ce reproche, il prend au contraire ses distances avec lui en soulignant la rudesse et le caractère peu amène du propos de l'empereur, et surtout, il laisse aussitôt de côté la question de la violence pour extraire du dialogue cité l'argument que le byzantin opposait au persan, argument qui va servir de fil conducteur à toute la conférence et qu'on retrouve dans la conclusion. Cet argument était le suivant: ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. Donc le pape cite cet argument et il cite Théodore Khoury, grand islamologue, faisant observer que cette thèse est évidente pour un chrétien nourri de philosophie grecque, ce qui est le cas de l'empereur byzantin, mais qu'elle n'est pas du tout évidente pour un musulman parce que l'absolue transcendance de Dieu dans l'islam exclut qu'il soit lié, que Dieu soit lié à aucune des catégories humaines. Alors, à partir de là, était introduite une opposition classique en philosophie et en théologie, une opposition entre ce qu'on appelle une théologie de l'intelligence et une théologie de la volonté. Mais, bien loin de réduire cette opposition à celle du christianisme et de l'islam, Ratzinger montre que c'est une opposition qui est interne à l'histoire du christianisme. De l'islam, il n'est plus question dans tout le reste de la conférence. Alors, qu'est-ce que montre Benoît XVI? Il montre simplement ceci, que la synthèse de l'hellénisme et du christianisme sous le régime du Logos fut rompue à plusieurs reprises par divers courants volontaristes, à commencer par celui de Duns Scott, à la fin du XIIIe siècle. Duns Scott, c'est le plus grand philosophe médiéviste immédiatement après saint Thomas. Et donc le pape met en évidence une contradiction qui traverse l'histoire du christianisme depuis le début des temps modernes. D'une part, nous dit-il, il y a un patrimoine grec qui, sous réserve d'être purifié, fait partie intégrante de la foi chrétienne, donc un lien du christianisme avec le logos grec. Et d'autre part,
la pensée théologique, en même temps, a été traversée dans son histoire par une exigence de déshellénisation. Déshellénisation, c'est le mot qui pourrait résumer la conférence. Et le pape montre que cette déshellénisation s'est faite en 3 étapes. Première étape, c'est au XVIe siècle, la réforme. La réforme protestante, dans la mesure où la réforme veut revenir à la pure foi primordiale, à la pureté des origines, et donc elle doit se libérer d'une métaphysique qui est étrangère à sa nature, et dont Kant, dans la mesure où il le limite, le savoir pour laisser place à la foi, donc Kant serait l'aboutissement philosophique. Bon, première étape. Deuxième étape de la déshellénisation, c'est la théologie libérale des 19e et 20e siècles, protestante, mais aussi catholique, dans la mesure où elle s'appuie sur l'opposition pascalienne entre le Dieu des philosophes, donc le Dieu grec, le premier auteur d'Aristote, si vous voulez, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cela au risque d'une dérive subjectiviste, ou on peut dire aussi fidéliste. Et enfin, troisième étape, c'est le relativisme culturel contemporain, qui va considérer que la synthèse originelle de l'hellénisme et du christianisme, historique et contingente, ne peut être assumée par toutes les cultures, et que donc il faut revenir à la pureté du message originel, bon, comme pour la réforme, mais pour une raison différente, pour que ces autres cultures puissent s'approprier ce message originel selon leur propre spécificité, qui ne passe pas par le logos grec. Voilà. Et la conférence s'achève sur l'idée que, sans rejeter les convictions de l'époque moderne, il faut élargir notre concept de raison pour penser à nouveau frais les rapports de la raison et de la foi, et que c'est ainsi que l'on parviendra à un véritable dialogue des cultures et des religions. Voilà, telle était la substance de cette conférence. Donc, non seulement le pape n'y traitait pas de l'islam et de la violence, mais, s'agissant des rapports de la religion et de la raison, ses principales cibles se trouvaient à l'intérieur du christianisme. Le volontarisme de Duns Scotus, la réforme protestante, la philosophie ancienne et le subjectivisme moderne. Il ne s'agissait pas d'une hétérogénéité supposée de l'islam et de la raison, il s'agissait de, selon lui, la fragilité de la foi chrétienne dès lors qu'elle se coupe de la rationalité, dès lors qu'elle renonce totalement à cet héritage grec, et réciproquement de l'infirmité d'une raison qui se coupe du divin et qui réduit le logos à la ratio, à la rationalité instrumentale. C'est la raison scientifique et technique moderne, celle qui se propose simplement l'arraisonnement du monde selon la formule d'Aristote.